C'est l'heure du sonneur. Et oui, ça commence aujourd'hui, hein. Le périphérique parisien passe à 50 km/h, ça y est. Alors pour être plus précis, seul le tronçon entre la Porte des Lilas et la Porte d'Orléans est aujourd'hui concerné, puisque chaque tronçon vont être ajoutés progressivement jusqu'au 10 octobre, jour où ça y est, l'intégralité du périphérique devra être abaissée à ces 50 km/h. Alors l'argument invoqué par la mairie de Paris est de dire réduction des nuisances sonores, hein, pour le demi-million de riverains qui sont au bord de la route. Et puis surtout de dire de toute façon ça ne changera pas grand-chose puisque la moyenne sur le périph' est de 37 km/h. Bon, pas de chance pour ceux qui sont en horaire décalé comme nous. Mais c'est pas grave, la chasse à l'automobiliste continue et elle ne semble pas prête de s'arrêter de toute façon avec Anne Hidalgo. Une autre mesure dans les circuits est de conserver des voies réservées pendant les JO et de les réserver pour les covoitureurs uniquement, histoire de mettre fin à l'autosolisme. C'est une expression inventée par nos amis pour parler des automobilistes seuls. L'autosolisme, c'est un phénomène qui représenterait 80% du trafic. Et mardi 1er octobre, donc aujourd'hui, de nouvelles tarifications de stationnement entrent en vigueur, notamment pour les SUV, pour lesquels les prix ont tout simplement triplé, 18 € de l'heure désormais, dans un contexte où la mairie socialiste souhaite supprimer la moitié des places de parking de la capitale. On en avait déjà 135 000, c'est-à-dire beaucoup moins que le nombre d'habitants et de personnes qui travaillent sur place à Paris. Mais c'est pas grave. Alors de quoi cette tendance politique est-elle le nom? Eh bien, nous en parlons justement avec Alexandra Legendre. Bonjour Alexandra Legendre. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable, donc, comme je disais, du pôle études communication de la Ligue de défense des conducteurs. Peut-être d'abord, présentez-nous cette Ligue de défense des conducteurs. Alors, c'est une association qui compte à peu près 1 million de sympathisants à travers la France. On est une association loi de 1901, donc on est indépendant et apolitique et on défend les intérêts de la mobilité individuelle et des conducteurs. Oui. Alors comment vous réagissez à cette première annonce, ce passage à 50 km/h sur le périphérique parisien? En fait, on savait très bien que ça allait finir par nous tomber dessus. Ça faisait quand même quelques années qu'on tournait autour du sujet. Et puis là, ça s'est accéléré effectivement début septembre lorsque Anne Hidalgo a confirmé qu'elle passerait le périphérique au 1er octobre à 50 km/h. Et nous, on a aussitôt fait un sondage auprès de notre base de sympathisants habitant l'Île-de-France et habitant les départements autour de l'Île-de-France. Et en un peu plus de 24 heures, on a récupéré plus de 10 000 votants, à 92% opposés évidemment à cette mesure. Ah oui. Parce que rappelons que c'est une mesure imposée par la ville de Paris, mais qui va affecter le quotidien de tous les franciliens et des gens qui de toute façon circulent autour de la région parisienne. Oui. Alors, est-ce que ça vous paraît étonnant de se dire que finalement, quand on y pense, en 1993, le périphérique parisien était limité à 80 km/h. Aujourd'hui, on est à 50. On a quand même énormément baissé. Est-ce que c'est vraiment la tendance et de toute façon, on ne pourra pas faire autrement? Ou est-ce que c'est vraiment un phénomène unique? Le tendance aux abaissements de limitation de vitesse, elle est tout à fait réelle, hein, puisque beaucoup de villes sont limitées à 30 dans toutes leurs rues aujourd'hui. On entend souvent aussi revenir le sujet du 110 km/h sur l'autoroute. Donc oui, c'est une tendance de fond. Après, sur le périphérique, c'est assez particulier. C'est un endroit où il n'y a pas de piétons, où il n'y a pas de vélos. Donc c'est un endroit assez sécurisé pour les véhicules motorisés. Et le passer à 50 km/h en se basant sur la pollution et sur le bruit, on sait qu'il y a d'autres solutions, notamment sur le bruit. C'est en remplaçant l'enrobé. Aujourd'hui, il existe des enrobés qui absorbent le bruit et qui vont gagner bien plus de décibels. Et par ailleurs, rouler à 50 km/h, selon le rapport de vitesse que vous avez enclenché, vous allez polluer beaucoup plus que si vous êtes à vitesse stabilisée à 60 ou 70. Donc ces deux arguments-là sont totalement fallacieux. Il est toujours facile de les remettre en avant et de les enfoncer dans la tête des gens pour se dire que finalement, tiens, c'est pas si bête. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe puisque ni le préfet ni le ministre des Transports, qui est pourtant opposé à la mesure, ne vont s'opposer à cette mesure. Donc, il nous reste nous, il reste les associations qui militent en faveur des droits des automobilistes et des motards, et puis qui vont réagir. Oui, mais ils vont réagir, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment agir judiciairement? Est-ce qu'il y a quelque chose à plaider? On peut saisir le tribunal administratif effectivement sur plusieurs sujets, et notamment sur la légitimité de la mairie de Paris à changer la vitesse, parce qu'elle est effectivement gestionnaire du périphérique,
mais quand à la vitesse sur laquelle on circule, elle figure noir sur blanc dans le code de la route, et une mairie ne peut pas intervenir comme ça sur le contenu du code de la route. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, on pourrait peut-être faire retoquer cette décision parisienne prise par Il y a Anne d'autres, Hidalgo. il y a d'autres pistes. Je peux pas vous dire encore lesquelles parce qu'on a reçu l'arrêté municipal hier dans l'après-midi, donc bien après l'annonce de la mairie. Et il se Oui. trouve que on travaille, nos avocats travaillent dessus, quoi. D'accord, d'accord. Donc en tout cas, vous préparez les pistes pour une réponse judiciaire. En attendant, continuons d'analyser un petit peu ce qui se passe. Donc on l'a dit, baisse de la vitesse. Il y a aussi ce triplement forfait du stationnement pour les SUV. Comment vous réagissez à ça? Ben là, c'est pareil. Les SUV, c'est devenu une vaste catégorie fourre-tout dans laquelle d'ailleurs, qui n'a pas de définition légale ni administrative. Voilà, on pointe du doigt les SUV qui sont jamais que des voitures qui sont familiales, qui sont Oui. pratiques. Quand vous installez un enfant à bord, c'est pratique. Quand vous avez un peu d'arthrite ou d'arthrose, c'est pratique. Les monospaces qui dominaient le marché, qui étaient du même profil il y a quelques années, on ne les pointait pas du doigt parce qu'il y avait justement cette mission familiale qu'on leur accordait, qui est la même finalement que les SUV aujourd'hui. Mais voilà, les SUV, dedans, il y a une espèce de notion de tout-terrain, de non-respect de l'environnement, et qui est complètement caricatural. Et on a l'impression que la France est envahie de Hummer, de gros pick-up. Oui. C'est faux. Les SUV qui font plus de 4,80 m, c'est à peu près 8% du marché des SUV. Donc un SUV aujourd'hui en France, c'est plutôt un Renault Captur ou un Peugeot 2008 qui ont des dimensions tout à fait standards, et qui sont même plus courtes et moins larges que des voitures, des 308 ou des voitures de Oui, mais segment on vous supérieur. répondra qu'elles sont plus lourdes. Et ce qui compte, c'est par rapport au Ah poids, oui, c'est le bien moteur. sûr. Oui. Eh bien oui, elles sont plus lourdes, mais est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à rouler dans une voiture qui n'a pas d'ABS, qui n'a pas d'ESP, qui n'a pas d'airbag, qui n'a pas de clim? Tout ça, ça pèse lourd. Il y a des normes aussi, et en fait, la législation a participé à la prise de poids des véhicules, parce qu'on est de plus en plus en sécurité à bord. Bien sûr que tout ça, ça pèse lourd, et que on est arrivé pour certains véhicules à un poids bien au-delà de ce qui est nécessaire finalement. Mais c'est sur ça qu'il faut agir. C'est pas sur toute une catégorie dont, encore une fois, on ne sait pas très bien quel véhicule elle cerne. Mhm. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression, d'une certaine façon, que ce sont les familles qui sont déjà souvent obligées, étant donné le prix des loyers à Paris, qui trinquent encore une fois avec l'attaque de leur SUV, puisque souvent, les parents ont leurs enfants à l'école et habitent, disons, en banlieue ou en banlieue éloignée de Paris, et vont travailler, eux, tôt le matin, donc peut-être même en horaire décalé, et prendre leur SUV pour aller travailler. Donc oui, ils ont la voiture familiale, mais parce qu'elle sert aussi à faire le transport des enfants. Donc finalement, c'est les familles qui trinquent dans cette histoire. A priori, il va y avoir des exceptions, c'est-à-dire qu'à partir de 3 enfants, vous allez pouvoir échapper à certaines tarifications. Enfin, c'est comme toujours, quand on essaye dans les mille et une contraintes qui nous tombent sur la tête, on essaye d'avoir un tout petit peu de bon sens. Sauf que nous, à la Ligue de défense des conducteurs, ce qu'on observe, c'est que les véhicules qui assurent le contrôle du paiement du stationnement font énormément d'erreurs. Eh oui. Et donc, quand vous serez de bon droit garé, en ayant payé, en ayant toutes C'est à vous de faire la démarche pour prouver. la liste de cette section, et ça va être à vous de rentrer dans la galère de la contestation. Je peux vous dire que contester un stationnement, un forfait post-stationnement indûment dressé, c'est une sorte de parcours de combattant. Donc c'est encore des contraintes. C'est fait Et exprès. on sait bien, à Paris, sur toutes les contestations du forfait post-stationnement qui ont été faites, il y en a 60% qui aboutissent. Ça veut dire qu'il y en a 60% qui sont considérés comme recevables. Oui. Vous vous rendez compte, c'est colossal. Oui. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont... Mais bien sûr, parce que c'est des voitures, je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, que ce sont des voitures qui passent avec des radars automatiques et qui flashent un peu tout et n'importe quoi, même si, puisqu'ils ne sont pas là pour ça d'ailleurs, ils sont là pour flasher un maximum de choses. Et si les personnes contestent, elles contestent, et puis on verra bien. Mais je précise que pour contester, il faut payer à l'avance l'amende. Donc évidemment, déjà... Non. Ah bon? Non. Entre 2018 et 2020, c'est vrai. Mais depuis 2020, ça n'est plus le cas. Mais je vous cache pas qu'il y a des députés qui aimeraient bien qu'on revienne effectivement à cette mesure qui consiste effectivement à payer en amont, mais ça n'est plus le cas. D'accord. Bon, écoutez, ça c'est déjà une bonne chose, parce que c'est vrai que payer pour pouvoir avoir le droit de dire que c'est n'importe quoi. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui ont été flashés parce qu'ils étaient, par exemple, eux-mêmes dans la voiture
à l'arrêt et finalement, là, ils ont été fâchés comme n'ayant pas bien garé ou pas bien payé leur stationnement alors qu'ils sont dedans. Alors que, voilà, on serait avec une personne humaine, évidemment, ça n'arriverait jamais. Bon, est-ce que dans cette guerre aux automobilistes, est-ce qu'il y a finalement une solution pour les automobilistes ou finalement la seule solution, c'est progressivement de réussir à ne plus utiliser cette voiture? Le problème, c'est la mise en place des alternatives satisfaisantes, parce que si on revient au périphérique, les gens qui roulent à 50 aujourd'hui ou auparavant à 70 km/h, ce sont des gens qui sont en horaire décalé. Parce que vous savez bien qu'en heure de pointe, sur le périphérique, si on attend 30 km/h, c'est déjà un vrai miracle. Oui, oui. Donc, en fait, ce sont ces gens-là qui vont morfler, si vous me passez l'expression. Oui. C'est-à-dire les gens qui sont en horaire décalé, ceux qui peuvent bénéficier d'une circulation fluide sur un circuit qui est sécurisé. Encore une fois, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piéton. Oui. Et le problème, c'est que évidemment, cet abaissement de vitesse va s'accompagner par un réglage des radars. Et les PV vont tomber à tour de bras à un moment où, encore une fois, la circulation est fluide et où rouler à 70 km/h, ça ne pose absolument aucun problème. Et on ne pourrait pas imaginer une exception et se dire, dans ces horaires décalés où de toute façon il y a personne, on pourrait remettre la vitesse au-dessus. Bien sûr, technologiquement, c'est complètement possible. Oui. Vous avez en Allemagne notamment, vous avez des réglages de limitation de vitesse qui varient selon la météo, par exemple. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on bénéficie de la technologie qui permettrait cette souplesse. Mais après, baisser encore une fois à 50 km/h aux heures de pointe, quand on roule à 15 ou 20, ça n'a pas de sens. Donc, l'idée, c'est vraiment... de toute façon, l'idée de base, c'est d'enquiquiner les gens. Hein, c'est pas... Et pourquoi pas de récupérer encore un peu de sous, puisque Paris est très endetté, rappelons-le. Et pourquoi pas? Oui. Et pourquoi pas? Ah oui, non, mais là, encore une fois, là, les PV, ils vont aller à l'État, ils vont pas aller à Paris. Oui. Mais c'est un autre problème. Les radars urbains vont pas tarder à permettre aux villes, effectivement, de récupérer des sous, mais ça commence tout juste. C'est un autre sujet de mobilisation de notre association. Oui, mais c'est inquiétant ça aussi. En tout cas, merci beaucoup Alexandra Legendre pour toutes ces indications. Et donc, on a bien compris et on vous suit pour ceux qui sont un peu désespérés, qui viennent en voiture dans la capitale travailler pour la plupart. Et bien qu'il y a peut-être aussi des actions judiciaires qui se préparent. Donc, on suivra vos actions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Merci Alexandra Legendre. Et Toxin continue.